Et pour la prochaine table ronde, donc, nous accueillons Marion de Rieder, Hélène Lochot, Sarah Cardon-Cuff, NJ, SNCF Voyageurs et Naos. Au micro d'Isolis et de Loïc. Merci. Merci beaucoup, Edwin. Donc on sait un petit peu, il n'y avait rien de mieux qu'une discussion sport et data pour s'échauffer un peu, pour lancer la journée. Merci encore à tous et à tous d'être là aujourd'hui. Je suis ravi d'animer cette table ronde avec toi, Isolis. Une table ronde qui est consacrée aux outils de marketing automation, leur choix, leur implémentation, leur migration, les embûches parfois rencontrées, les best practices à partager. Merci infiniment Loïc. Entend toutes mes excuses, c'est pour l'oubli de cette table ronde qui est magnifique pourtant. Voilà, des sujets et des personnes absolument passionnantes. Marion, donc, tu travailles chez NJ depuis quelques années et tu as une trajectoire dans nos mondes absolument passionnant. Et aujourd'hui, donc, tu t'occupes, tu n'as pas un intitulé de poste facile, mais marketing vice-président One B2C, un New B2B Offers. Bienvenue dans la simplicité des grands groupes. Mais voilà, tout à fait, tout à fait. Vous aurez une interro à la sortie sur les jobs des participants. Donc bienvenue, c'est un très très grand plaisir de t'avoir avec nous. Hélène, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Hélène, vous êtes directrice data, digital et cohérence client. Je crois que vous êtes dans le groupe depuis 2001. Tout à fait. Et chez SNCF Voyageurs. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Enfin, c'était toi, mais tu vois, Sarah, je me suis dit, tiens, elle va se présenter elle-même. Mais ouais, mais non, mais je vais le faire moi-même. Avec toutes mes excuses, Sarah. Sinon, okay. Sarah. Alors donc, toi, tu es Global CRM Manager, merci pour l'intitulé, au sein du groupe Naos. Alors Naos, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais Bioderma et Esthederm, là, tout de suite, ça parle plus. Voilà. Et ben, c'est le même groupe. En fait, merci beaucoup d'être ici, mettre un peu de beauté au cœur de métiers où il y a un peu plus ingénieur, industriel. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour ta présence. Merci. Alors, pour commencer cette table ronde, est-ce que vous pourriez toutes les trois nous parler, alors rapidement, m'a-t-on demandé, sinon je ne serais plus invité à faire des tables rondes par Catherine, rapidement de votre contexte et de la place du CRM dans vos groupes respectifs. Je crois qu'on commence par vous, Hélène. C'est un défi de faire rapide. Voilà, je travaille chez SNCF Voyageurs, donc déjà le groupe SNCF évolue avec une répartition par société anonyme. C'est un groupe qui est en plein bouleversement, et la société SNCF Voyageurs, avec notamment le transport des voyageurs, les TGV, Ouigo, Intercité, TER, mes collègues TER sont là aussi aujourd'hui. On est confronté de plein fouet à la concurrence. Donc on a un énorme bouleversement aujourd'hui du marché ferroviaire, à l'intérieur de ce marché ferroviaire, avec des nouveaux entrants, des nouvelles compagnies qui vont chambouler notre monopole historique. Nous-mêmes, on doit évoluer, on doit se challenger. Et on avait l'habitude d'avoir donc des clients captifs, et bien c'est plus le cas maintenant. On va devoir se partager le marché. Voilà, donc ça va nous obliger, nous, à être encore plus puissants sur notre CRM. Ça devient vraiment, dans une entreprise, c'est l'image du gyroscope que j'aime bien, parce qu'en fait tout bouge à l'intérieur d'un truc qui bouge et qui lui-même bouge. C'est-à-dire que nos systèmes d'information changent, nos façons d'adresser les clients changent. On a un temps qui se réduit aussi, la concurrence s'accélère. Voilà, donc on a un contexte qui est palpitant. Isolis aime beaucoup parler de vibration. Nous, on est en plein dedans. On ne s'ennuie jamais, et le CRM est au cœur de ces transformations. Merci beaucoup. Sarah, peut-être ? Oui, alors chez Naos, on a 3 marques qui sont Bioderma, Institut Esthederm et Etapure. Historiquement, le digital n'était pas forcément une priorité au sein du groupe parce que grâce à la fameuse eau micellaire Bioderma, on était connu
à travers le monde et on était numéro 1 sur beaucoup de marchés. Désormais, on a beaucoup plus de concurrence, elle est très rude et elle a réussi à accélérer sur le digital là où peut-être on n'était pas encore assez fort, notamment sur le CRM. Donc chez Naos, on a un réel enjeu de faire du CRM et du digital un levier de croissance, d'accélération et de prise de part de marché de nos concurrents, et également d'harmoniser le CRM à travers le monde, parce qu'on a une 40aine de filiales. Donc c'est vrai que c'est important aussi de maîtriser notre image, qu'importe où on se trouve. Merci beaucoup, Marion. Merci. Pour Engie, ça dépend de quel endroit on parle, en fait, parce que vous nous connaissez peut-être, parce que vous avez peut-être la joie et le grand bonheur de recevoir vos factures mensuelles avec un intitulé Engie. Et donc, sachez que si vous recevez vos factures depuis chez Engie, vous participez activement à la transition énergétique. C'est notre vision, c'est la vision du groupe, c'est notre ambition. Et du coup, vous participez à développer un monde plus neutre en carbone. Et en fait, si vous nous connaissez par ces factures, en fait, vous faites partie des gens qui connaissent l'activité B2C d'Engie, qui occupe finalement un petit nombre des personnes qui sont employées par ce groupe. Et dans ce groupe, en fait, on a 4 grandes branches. Je vais aller très vite, promis juré. On fait des réseaux. Donc, vous connaissez peut-être GRDF, mais on en fait aussi des réseaux d'électricité en Amérique du Sud, par exemple. On construit des champs solaires, des champs d'éoliennes pour, en réponse à des appels d'offres souvent étatiques, produire plus d'électricité verte pour le réseau. Et puis, on fait aussi de la décarbonation des villes et des entreprises. Donc, par exemple, si vous êtes à Paris, il y a un réseau de chauffage urbain qui s'appelle CPCU. Et ben, c'est nous qui opérons ça. Il y a peut-être Fraîcheur de Paris aussi, je crois, qui rafraîchit ses locaux en été, il me semble. Non, nous avons une CPCU dans le sous-sol. Voilà. Donc, le chauffage que vous avez est aussi décarboné grâce à Engie. Et puis, on a ces activités d'action sur les marchés, acheter, revendre de l'énergie, et puis la vendre à des clients finaux qui vont être B2B ou B2C. Donc, en fonction de tout ça, bien entendu, le rôle du CRM, ça n'a rien à voir. Mais peut-être pour donner 2 extrêmes, d'un côté, quand on fait du réseau de chaud ou de froid, eh ben, une affaire pour prendre en concession un réseau de chaud et de froid, c'est 3 à 50 projets, 3 ans de construction, et on commence à gagner le premier euro au bout de 7 ans. Donc le rôle du CRM, ça va être le suivi de cette action commerciale tout du long et des différents interlocuteurs qu'on va avoir. Et puis d'un autre côté, quand on est Engie, le fournisseur d'énergie pour les particuliers, on essaye de réenchanter la relation à l'énergie par autre chose que de la facture, d'engager nos clients dans un programme d'engagement qui est extrêmement transformant. Et donc on va lui donner un rôle beaucoup plus relationnel, beaucoup plus de réenchantement, voilà, de la relation avec la marque. Merci infiniment. 3 contextes différents. Et finalement, quand on parle de CRM, on parle plein de choses. Des fois, en France, quand on parle de CRM, on parle que d'outils de marketing automation. Il n'y a évidemment pas que ça, mais ça compte quand même. Et c'est le sujet de notre table ronde. Parce que c'est important d'en parler de ces outils. Alors, pour vous, c'est quoi les critères qu'il faut prendre en compte et c'est quoi ce que vous aimeriez partager comme best practice ou comme chose à éviter, comme vous le souhaitez? On peut peut-être... Marion, peut-être? J'avais le micro. Là encore, sur le choix d'un outil, ce qu'on va aviser à faire, ça dépend des marchés dont je vous parlais. Mais pour les marchés du coup plus B2B, plus long terme, un des grands enjeux, c'est de s'assurer que le commercial, qui est le premier utilisateur et le premier pourvoyeur d'informations pour ce CRM, soit en confiance. Un des trucs qu'on m'a déjà dit, c'est non, mais les commerciaux, ils ne rendent pas les données parce que c'est ce qui fait leur valeur sur le marché et ils veulent pouvoir partir avec leurs données clients s'ils s'en vont. Donc là, le rôle quand même de l'outil, ça va être d'appuyer le commercial et de lui montrer qu'en fait c'est facile. Bien sûr, il y a un rôle managérial, mais il y a quand même un rôle il a tellement pas envie de le faire, faut que ce soit super facile. Sinon, il a toutes les bonnes excuses de ne pas le faire. Et puis, quand on va travailler plutôt côté B2C, là, on va avoir un rôle à la fois, bien sûr, de facilité pour, par exemple, les agents des call centers qui doivent rentrer des informations. Donc, ça doit être intuitif, ça doit être bien organisé. Et puis, ça doit stocker la donnée quelque part, l'ensemble de la structure avec les bases de données qui sont liées, doit stocker la donnée de sorte à ce qu'elle soit facile à utiliser pour l'ensemble des équipes, notamment marketing, qui vont avoir besoin d'analyser cette donnée et puis de l'activer à travers tout un nombre de campagnes.
Hélène? Du coup, je suis. On a fait, nous, on a changé d'outil récemment. Sur fin 2023 et 2025, on a changé d'outil de CRM. On a vraiment aussi au sein de la SNCF un impératif de production, de sécurité. On doit assurer. Voilà, on est sous le feu des critiques dès que ce n'est pas le cas, et c'est bien évident à comprendre. Hein. Voilà, donc notre premier choix, c'est d'avoir évidemment quelque chose qui soit robuste, quelque chose qui soit résilient, d'avoir un outil qui soit en mesure aussi de traiter des gros volumes. Il se trouve que l'outil de CRM, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une des questions suivantes, c'est un outil qui ne traite pas que le marketing relationnel ou la gestion de la fidélité, mais c'est aussi, il est au cœur des processus d'envoi des communications en cas de retard de train, en cas de problème sur les trains. Donc tout ce qu'on appelle l'information voyageur, où là on a une obligation vis-à-vis des clients. Donc vraiment cette capacité à traiter de façon fiable des volumes et d'être capable d'avoir un système qui soit aussi scalable, qui marche en 2025 et qui soit également performant en 2030, avec des volumes qui seront plus importants, avec un besoin de personnalisation qui sera croissant, avec toujours plus d'instantanéité aussi qui sera demandé. C'est très important aussi pour nous d'assurer le bon traitement des données. On a des bases de données qui sont très importantes. Alors je comprends les personnes qui sont intervenues précédemment et qui disent nous on n'a pas de données, nous on a des grosses bases de données, mais bien les gérer, c'est aussi un énorme enjeu. Et traiter la protection des données correctement, c'est très important, surtout quand on est la SNCF. Donc voilà, ça fait partie aussi des critères déterminants. Et bon, évidemment, il y a les critères de coût qui sont évidents pour tout le monde, mais la capacité à maîtriser le coût de la solution dans la durée, c'est très important aussi. Ce qui passe aussi par la maîtrise de son évolutivité. Donc les use cases, qu'ils soient marketing ou serviciels, la protection de la donnée, les coûts évidemment, qui dit changement, ou choix d'un outil peut dire migration aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur si vous avez des retours d'expérience sur les bonnes pratiques en matière de migration? Oui, on a eu un chantier qui était vraiment énorme de réversibilité, puisqu'on sortait de l'outil précédent de CRM qui lui-même traitait également déjà le marketing relationnel, la fidélité, l'envoi des produits tarifaires aux clients comme les abonnements et l'information voyageur. Et donc, on sortait de 8 ans avec cet outil qui avait été déployé de façon très disparate suivant les processus métiers. Donc il y avait de l'industriel et puis il y avait du mode pas industriel. Donc il a fallu qu'on fasse toute une phase de documentation, de renfort des processus, de balayage des processus. On a simplifié des architectures techniques. Vous voyez, ça c'est... Ça montre sans le montrer parce que c'est évidemment tout petit et donc je pense que ni de près ni de loin on voit quoi que ce soit. Mais voilà, dans des écosystèmes SI très complexes, on avait un impératif pour terminer notre projet avant la date de fin du contrat précédent. Donc on avait un mur devant nous qui était une énorme contrainte et on avait les Jeux Olympiques de Paris en plein milieu. Et en tant qu'SNCF, entreprise ultra exposée au cyber-risque, ça nous a imposé un freeze de tout changement, du moindre changement de nos outils informatiques pendant plusieurs mois, pile au cœur du projet. Donc ça a été... je ne vois pas comment on aurait pu avoir plus de contraintes finalement pour ce projet de migration. Et par ailleurs, certaines équipes n'étaient pas forcément emballées à l'idée de changer d'outil parce que, dans certains cas, l'outil précédent, bien qu'ayant pris 8 ans à se déployer, dans certains métiers, il était encore récent. Donc, dans les bonnes pratiques, il y a évidemment d'abord être convaincu d'avoir fait le bon choix, d'avoir fait le bon choix pour l'entreprise parce que ça va aider à avoir une ligne directrice tout du long du projet, même dans les moments difficiles. C'est important d'avoir un niveau de priorité très fort quand on est au cœur du gyroscope, que tout tourne. Nos briques SI étaient nombreuses à changer aussi. Donc il fallait qu'on puisse prioriser. Donc le projet qu'on avait appelé Neocom est devenu Neocom First. Donc voilà, il n'y avait pas de discussion. C'était ce projet qui devait passer, quitte à chambouler les roadmaps des autres projets. Il fallait qu'on embarque toutes les parties prenantes, y compris les récalcitrants, en tout cas ceux qui étaient peut-être moins convaincus au départ de l'intérêt. Donc il y a eu beaucoup de pédagogie, beaucoup aussi on s'est mis à la place de ces équipes et on leur a apporté de la valeur par une documentation qui n'existait pas, par une simplification d'architecture technique, ce qui fait qu'il y avait de la valeur perçue pour les clients.
au final et de la valeur perçue pour les agents, puisque finalement, ça permettait d'avoir des outils plus simples et des messages avec une meilleure personnalisation. Notre mot d'ordre, c'était le bon message au bon client au bon moment. Voilà, donc ça, c'était vraiment les bonnes pratiques. Et on a eu une attention particulière sur la constitution de l'équipe programme, vraiment avoir quelque chose de très solide au démarrage, et une attention particulière aussi sur le volet data. Toute la migration des données, dont on a vu dès le début que c'était un enjeu. Si on ne réussissait pas le volet data, on se plantait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je le fais rarement, mais je vais faire. On est très fiers parce que c'est l'outil, c'est la NMP qui a été choisie par la SNCF. Donc, on est hyper fiers de bosser pour la SNCF. C'est un vrai challenge et je partage. Ça a été. On n'a pas été. Alors, c'était super, hein, les JO. Moi, j'ai adoré. Hein, vous le savez, on travaillait pour eux, mais c'est vrai que ça n'a quand même pas aidé. Voilà, et on est hyper fiers de travailler pour vous. Et c'est, je pense, je parle au nom de toute l'équipe, mais on a rarement l'occasion de le dire, mais c'est vraiment le cas. Donc, merci d'être là et merci pour ce trajet. On n'est pas au bout. On a encore plein de choses à inventer, j'en suis certaine. Pour toi, Marion, j'ai perdu ma question, mais je vais la retrouver. Excusez-moi, ça m'a troublée du coup. Est-ce que tu veux que je te parle, je sais pas, de déploiement? Non, c'est quoi? Voilà, déploiement d'outils par exemple. Mais oui, ce qu'il faut prendre en compte, absolument. Excusez-moi, parle-moi, ça va troubler les JO, tout ça, je suis troublée. Donc, oui, avec plaisir. Je te parle de déploiement d'outils et sur des recommandations à prendre en compte. En fait, un outil, ça doit permettre en fait aux opérationnels de mettre en œuvre la stratégie qui a été décidée par les équipes managériales. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de conduites du changement, enfin de politiques de conduite du changement à mener. On en a parlé beaucoup. Bien sûr, il y a les récalcitrants qu'il faut traiter, mais il faut aussi trouver en fait quel va être le bon biais d'introduction de l'outil dans la structure, pour que justement, finalement, ça devienne le truc à la mode et le truc dont tout le monde veuille en être, quoi. Et donc, bien entendu, il va y avoir le sujet souvent des utilisateurs clés, ceux qui vont nous aider à concevoir la solution, donc les experts métiers qu'on va choisir, pas seulement parce qu'ils sont experts, mais aussi parce qu'ils ont la capacité à lever la voix, à dire à des équipes qui ont envie d'avancer, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien, et de pouvoir expliquer finalement quelle devrait être une meilleure résolution d'une problématique fonctionnelle. Et donc cette capacité de ces interlocuteurs à participer à la co-construction, puis derrière au déploiement, ça me paraît être, si on retient qu'une chose, ça doit être surtout ça à mon avis. Merci. Alors, vous avez chacune des complexités ou des environnements particuliers que vous avez partagés au tout début de cette table ronde. Si on regarde les complexités, il peut y en avoir qui sont liées à du multimarque. C'est le cas notamment chez Naos, du multi-pays, qui peut être le cas de vous trois. Comment on identifie, on adresse ces complexités? Peut-être on peut commencer par Marion, je crois. Hélène, c'est au cas où il y a des slides dans un ordre précis après. Bon, alors j'y vais, pardon, mais nous, on va avoir en ce moment-là pas mal d'enjeux multi-pays. Donc, pour prendre que l'activité B2C, on opère sur 6 pays. Et donc, vous imaginez, jusqu'à présent, tout le monde était persuadé que l'énergie, c'était un marché très local. C'est des marchés qui sont très contraints par un certain nombre de réglementations dans tous les sens. Il y a aussi ce sujet d'obtenir la donnée. En fait, quand vous avez un compteur Linky chez vous, par exemple, et cette donnée, elle est transmise par les opérateurs de Linky. Et donc, il y a un sujet c'est jamais le même, bien sûr, dans tous les pays où on opère. Donc, il y a par essence une structure qui est assez locale. Néanmoins, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que finalement, il y a tout un tas de process qui se passent à peu près de la même manière, notamment aussi sur la plaque, même dans les choses qui sont régulées, parce que sur la plaque européenne, finalement, on a une tellement grande partie de notre droit qui est définie maintenant au niveau européen que finalement, ça permet de streamliner un certain nombre de process. Donc, nous, ça fait partie des choses sur lesquelles on s'engage là petit à petit, de partir de systèmes très nationaux,
à des systèmes un peu plus internationaux et de définir c'est quoi le bon équilibre entre ce qu'on va laisser comme souplesse pour une action différente dans un pays, parce que ça fait partie de la promesse depuis des années dans ce pays, parce que ça fait partie des habitudes culturelles et qu'on ne peut pas changer. Et puis, qu'est-ce qui finalement est complètement transformable et ça ne sera pas grave et au contraire, ça sera peut-être mieux, même si les équipes locales, c'est une transformation de la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui, donc elles peuvent avoir de l'inquiétude par rapport à ça. Donc trouver finalement ce qui va être ce qu'on appelle chez nous corps modèle, c'est-à-dire c'est finalement la manière dont Engie opère et quelque part c'est l'expression de notre promesse, quel que soit le pays dans lequel on est, quelle que soit la position qu'on est, qu'on soit le grand acteur du marché avec plus de 40% de part de marché comme c'est le cas en Belgique ou un tout petit acteur comme ça peut être le cas en Italie. C'est quoi finalement l'expression d'Engie partout où on est? Et puis après, c'est quoi le truc où finalement il faut accepter que localement ça ne se passe pas de la même manière, même si ça veut dire qu'on va devoir faire de l'adapt dans l'outil plutôt que de l'adopt, et que c'est peut-être, quand on regarde d'un point de vue purement cost to serve de l'outil, eh ben c'est quelque chose qui va avoir un peu de coût. Donc c'est ce sujet-là sur le multi-pays qui est une vraie complexité, et il y a, je pense, jamais de vérité. C'est-à-dire que moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, pas chez Engie, mais je l'ai fait dans plein d'autres métiers. À chaque fois, c'est pareil, il y a des modes aussi. C'est-à-dire que ce que je vous raconte aujourd'hui, si vous m'invitez dans 10 ans, il se peut que je vous dise complètement le contraire. Et ça sera les marchés qui vont évoluer, et les modes aussi, et les outils. Rendez-vous dans 10 ans, alors. Hélène ? Notre complexité, elle est sur le multi-marque ou multi-produit. Donc pour nous, un produit ou une marque, c'est TGV Inouï, c'est Ouigo. Principalement aujourd'hui, et on a dans l'environnement voyageur, SNCF Voyageurs, on a également TER. Et pour nous, c'est des produits distincts. Pour les clients, c'est pareil. Bien souvent, c'est pareil. Et donc, ils ont des usages différents. Et puis, nos clients ne sont pas monomarques, monoproduits. Ça dépend de est-ce qu'ils vont en week-end avec des copains ou est-ce qu'ils vont voir la grand-mère dans sa maison de vacances, etc. Donc, voilà, on ne peut pas considérer que nos produits sont complètement étanches. Et pour autant, notre outil et le CRM doit être capable de travailler à bien définir le territoire de marque ou de produit de chacun. Donc c'est vraiment important. Il se trouve qu'on a aussi des outils qui sont différents, nous, entre le TGV Inouï et Ouigo. On est sur une solution Numberly dans les deux cas pour notre CRM, mais on l'a construit de façon différente. Et on a des enjeux d'agilité et des enjeux de modèle de coût qui ne sont pas les mêmes. Donc il faut qu'on arrive à faire converger tout ça. On est plutôt au début du chemin. Comme je vous le disais, on a eu un gros projet de migration et de mise en place de la NMP sur le périmètre qui est TGV Inouï. Ouigo a été précurseur avec déjà NMP dans leur domaine. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes streams, c'est des streams différents. Et donc, il faut qu'on arrive à concilier tout ça en pensant que le client, lui, ça doit être transparent. Cette complexité, elle doit être transparente. Quand il doit recevoir le message de TGV Inouï parce que ça correspond à son attente, ça ne doit pas perturber le positionnement de marque de Ouigo. Et on doit pour autant mettre en place les bonnes passerelles. Donc, on est en train de réfléchir et de mettre en place les briques d'un CRM transverse qui permettent à la fois de faire du monomarque et puis des cas de cross-sell entre nos marques pour créer les passerelles chaque fois que c'est pertinent. Donc ça, c'est le chantier de maintenant et de demain. Et alors, Sarah, chez Naos, on a là aussi du multimarque, du multiproduit, du multi-pays. Alors, comment on gère cette complexité ? Alors effectivement, on a une complexité qui est double, une quarantaine de filiales et 3 marques, voire 4 si on considère que Naos est une marque, ce qui commence à être le cas. Quand je suis arrivée chez Naos, j'ai fait face à plusieurs enjeux. Le premier, c'était que l'outil de CRM qu'on appelle Core Model n'était pas obligatoire, donc personne ne voulait y aller. Tout simplement, ils avaient leurs outils en local, ça leur convenait très bien. Les performances CRM étaient très très disparates selon les pays. Il est vrai qu'ils n'étaient pas tous staffés de la même manière. Il y a des pays où il y a une personne qui s'occupait du digital, c'est-à-dire le site, l'ERP, l'influence, le CRM, le média, etc. Ou d'autres qui avaient des CRM managers. Donc vraiment incomparables en termes de performance et de best practice. Et également une certaine disparité dans le nombre de communications envoyées par marque. On a 3 marques, mais il y en a une qui avait tendance à être un petit peu privilégiée en termes d'activation, ce qui pouvait poser un problème en termes de stratégie CRM. Pour répondre à cette problématique, on a travaillé en 2 parties. La première, ça a été de structurer les activités et de mettre en place une règle qui était que les grandes journées devaient être designées
avec le global CRM et la marque pour qu'on puisse avoir une image de marque qui soit cohérente à travers le monde et également aider les pays à activer facilement et rapidement des journées pour éviter de prendre trop de temps. Parfois, il pouvait se passer 6 mois sur une filiale pour qu'ils mettent en place une journée. Donc là, c'était tout clé en main, facile à activer, image maîtrisée et performance maîtrisée également. Deuxième chose, on a remarqué que les activations locales étaient souvent celles aussi qui posaient problème en termes d'image de marque, mais pour autant, on n'avait pas de charte CRM. Plutôt que de créer un document de charte CRM avec des do's et des don'ts, chose qu'on avait pu faire dans le passé, on s'est dit qu'on allait profiter de la refonte de l'identité de marque Bioderma pour créer un design system sur le CRM. C'est-à-dire qu'on s'est posé cette question, de quoi ai-je besoin quand je crée une newsletter en tant que pays ? J'ai besoin d'un header, d'un footer, de CTA, de bloc produit, de routine, de collecte de données par rapport à ma peau, etc., etc. En prenant en compte la partie aussi promotionnelle, parce que c'est souvent lors de messages promotionnels qu'on n'est pas très content de ce qu'on peut voir dans nos boîtes mail de la part de filiales. Donc, on a répondu à leurs besoins de se dire, bah oui, mais comment je dois mettre en avant un message promotionnel ? Et ben, on a templatisé et on leur a livré tout ça directement dans notre outil de marketing automation. Ce qui fait que cette livraison de contenu additionnel dans l'outil de marketing automation est un réel plus pour eux. Ils avaient tous envie d'avoir cet avantage parce que de passer à une demi-journée de travail pour créer une newsletter, voire plus, et un budget pour pouvoir créer cette newsletter auprès d'une agence, ils ont économisé de l'argent, ils ont pu réallouer ce budget pour pouvoir travailler sur des sujets beaucoup plus stratégiques que de la création de contenu qu'on était capable de faire en local. Et ils ont pu également personnaliser leur message. Donc, on a économisé du temps, du budget. On a aussi maximisé les performances. On a mis en place des A/B tests. On a pu observer des performances quasiment doublées sur les taux de clics. Donc, ça prouve aussi l'efficacité de ce type de dispositif. Et je suis passée de très peu de pays volontaires à aller sur cet outil à quasiment une liste d'attente et une roadmap à construire pour l'année prochaine. Donc, c'était... Voilà, a priori, une plutôt bonne réussite sur ce sujet. Donc, j'aurais tendance à dire qu'une des solutions, c'est de livrer des services additionnels dans l'outil de marketing automation pour faire de cet outil quelque chose de vraiment différenciant et plus intéressant pour le pays que de le faire en local. Merci infiniment, Sarah. Super intéressant. Alors, on a parlé, mais tu as commencé à l'aborder un peu en parlant d'acculturation en interne, finalement. Hein, comment donner envie, parce que ce n'est pas le tout d'avoir un outil, il faut que les gens aient envie de l'utiliser. C'est quoi les clés d'une bonne acculturation sur un outil ? Peut-être on peut commencer par Marion. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu des utilisateurs clés. Je pense qu'il peut y avoir effectivement les outils additionnels qui sont proposés pour gagner du temps. C'est une bonne chose. Il y a aussi la bonne vieille contrainte. Hein. C'est aussi un outil managérial qu'il faut savoir utiliser de temps en temps avec nos amis les directeurs commerciaux. Hein. C'est qu'à un moment donné, juste remplir son CRM, ça fait partie du boulot en fait. C'est pas optionnel et c'est ça qui apporte de la valeur à la boîte et c'est pour ça qu'on est payé en tant que force de vente globale. Donc il y a aussi ça à ajouter. Et puis, bien entendu, ça me paraît d'autant plus important dans le monde dans lequel on avance, où toute la promesse de personnalisation et tous les apports que l'IA va pouvoir permettre, ça n'existera que par la donnée, en fait. Et donc, ce sujet de comment on s'assure que l'ensemble du savoir commercial qui est récolté par les gens qui sont en front line du client, que ce soit les gens du digital ou du commerce physique, ils doivent amener cette intelligence dans un outil, parce qu'il n'y a que comme ça que notre boîte gagnera par rapport aux concurrents. En fait, c'est le jeu de la donnée et c'est là-dessus que demain, ça va s'accélérer encore plus et qu'il faut qu'on soit tous au rendez-vous, je pense. Merci beaucoup. Peut-être... Marion me fait une bonne transition parce que j'avais pensé moi, à tout le travail qu'on fait autour de ce qu'on appelle même la data évangélisation. En fait, d'arriver à faire comprendre, surtout dans une entreprise qui est quand même industrielle dans son ADN comme la SNCF, l'importance de la data. Et encore une fois, on peut avoir des grosses bases de données, ce qui est notre cas, et des outils décisionnels puissants, un compte client puissant, etc. Et puis avoir du mal à en faire comprendre l'importance. Et voilà, on peut avoir tout ça et pour autant ne pas forcément avoir une adhésion automatique. Et même quand l'outil est imposé, parce que finalement, nous, le choix de notre plateforme CRM s'est imposé aux utilisateurs, mais on ne s'est pas
dit pour autant qu'il ne fallait pas travailler le change. Au contraire, il y a eu un énorme travail conduit par l'équipe projet pour mettre en place du change, parce qu'un outil qu'on utilise contraint et forcé, dont on n'est pas content, c'est pas possible, surtout qu'on part pour des années en fait d'apprentissage avec cette plateforme. Voilà, donc la data évangélisation, bien comprendre aussi pourquoi il peut y avoir des réticences et de se dire qu'on est dans quelque chose qui est évolutif. On ne sait pas une solution qui est figée. Pour moi, c'est une solution qui doit continuer à évoluer au fil du temps pour coller toujours mieux aux attentes des collaborateurs. Voilà, c'est essentiellement ça. Chez Naos, en termes d'acculturation, effectivement, ce qui nous a permis de passer de très peu de volontaires à notre outil à beaucoup de personnes intéressées, ça a été de trouver des alliés parmi nos filiales, des alliés qui allaient pouvoir nous aider à prouver aux autres que c'était quelque chose de très constructif, intéressant pour eux, et que ce n'était pas juste un budget qu'on leur demandait et un changement qui ne faisait pas sens, mais quelque chose qui allait les aider à accélérer sur la stratégie CRM. Donc je pense que trouver des alliés est important. On a martelé les messages à chaque occasion, séminaire international, réunion avec les top 20 pays, etc. Ça a duré pendant pas mal de mois et on continue à le faire. Et on leur a vraiment simplifié la vie. On a écouté les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas aller sur cet outil et on leur a montré l'intérêt que cet outil avait en répondant à leurs inquiétudes et petits stress qu'ils pouvaient avoir en local. Et a priori, effectivement, c'était vraiment s'adapter en one-to-one aux problématiques des pays qui a aidé à changer et à faire un shift sur cet outil. L'adaptation et trouver des alliés. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour la dernière question ou des questions en général? Je me tourne vers une question. On peut poser la dernière sur la fiche? Merci beaucoup. Alors, quels sont les enjeux CRM que vous identifiez pour demain? Alors, c'est une grande question, mais qui va nécessiter une petite réponse. En tout cas, une réponse courte. Est-ce que, Sarah, on peut commencer par vous? Oui. Alors chez Naos, on va avoir différents enjeux. On va avoir un enjeu de mieux réconcilier les données offline et online, parce que l'offline reste un de nos canaux majoritaires de vente. Et ça va continuer à l'être, parce que l'expérience en pharmacie est quand même toujours plus importante que celle en digital. Ça va passer par la mise en place de programmes de fidélité multimarques également pour favoriser le cross-brand, ce qui est important pour pouvoir aussi favoriser la connaissance de nos marques qui ne sont pas Bioderma. On a des enjeux de mobile messaging. Comme je l'entendais tout à l'heure, effectivement, un client d'Amérique du Sud ne va pas avoir envie de recevoir son message sur email, mais plutôt sur WhatsApp. Comme au Japon, il va s'attendre à recevoir du Line. Et donc, il faut qu'on travaille sur ce genre de problématique. Et au-delà du design, il faut également qu'on cadre le tone of voice qu'on a dans nos messages pour avoir quelque chose d'encore plus harmonisé à travers le monde. Merci. Hélène? De notre côté, on a des enjeux maintenant d'utiliser au mieux notre plateforme pour développer notre CRM, parce qu'on est dans des enjeux concurrentiels très forts, donc autour de nos marques, dans des logiques transverses. Donc on a une segmentation aussi transverse qui est en train de se mettre en place et avec laquelle on espère faire un CRM plus puissant. On voudrait avoir des scores qui soient intelligents, donc rajouter de l'intelligence dans les scores, explorer les pistes aussi de ce qu'on peut faire avec l'IA, coller aux usages aussi des clients, c'est-à-dire moins d'emails, plus de notifications, d'autres moyens de communication. On va se parler de WhatsApp prochainement. Voilà, donc les gros enjeux, c'est ça. Et un enjeu au cœur de tout ça, c'est aussi la mesure de la performance. Alors à la fois montrer ce que l'outil apporte pour favoriser aussi son adoption, comme on le disait avant, mais aussi mesurer la pression au client et l'efficacité, bien sûr. Donc quel ROI, quelle pression au client, voilà, ça c'est indispensable aussi dans les prochaines étapes. Merci beaucoup. Marion? Moi, je dirais qu'il y a deux grandes questions. Il y a jusqu'où on va dans l'hyper-personnalisation et comment on arrive à toujours mesurer la valeur incrémentale apportée par le degré complémentaire d'hyper-personnalisation. Donc, jusqu'à quand c'est pas trop cher d'aller plus loin. Et puis, on va forcément confier à l'IA de plus en plus de ces tâches, à la fois de définir les segments et puis de nous aider à construire les messages et l'iconographie qui va dans ces messages sur ces petits bouts de segments hyper personnalisés. Et du coup, comment à la fin, quand il y en a plein, on continue à avoir une maîtrise sur ce qui se passe, à la fois en termes de les messages qui sont portés, en termes de est-ce que ça répond bien à l'image qu'on veut envoyer. Et parce que si
c'est performant. Est-ce que ça va rester dans le cadre de ce que je veux dire moi en tant que marque, quoi. Il y a cet équilibre à trouver demain quand c'est presque pour un client. Du coup, comment je suis sûre que ça a vraiment marché en fait. L'impact incrémental d'une variable d'hyper-personnalisation, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Edwin, je te donne le micro. Merci. Alors, merci beaucoup. On a de nombreuses questions. Ce que je vous propose, c'est on prend une question qui a lieu en live et pendant la pause, vous pourrez aller poser toutes vos questions. On a eu plus d'une dizaine de questions en live et la question qu'on ressort aujourd'hui est pourquoi il y a autant d'échecs dans les chantiers d'adoption ou de déploiement d'outils CRM. Enfin, faire une réponse courte aussi. Mais me regardez pas, moi. Il y a plein de facteurs. Hein. Des fois parce que... Moi, je pense, le premier sujet... Hélène l'a abordé tout à l'heure, mais il y a comment c'est porté, avec quelle conviction, et est-ce que tout le monde a compris pourquoi on faisait ça. Je pense que des fois, c'est pas toujours complètement évident pour tout le monde pourquoi on fait ça. Donc, je pense que c'est déjà le premier facteur. Je pense qu'il y a aussi parfois des problématiques de culture ou de niveau d'avancement du CRM qui peut être différent selon les services, les marques ou les pays. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter, de comprendre les besoins et d'anticiper les freins qui peuvent arriver. On a tous la vision de l'outil CRM idéal, sauf qu'on ne peut pas prendre en compte les critères de tout le monde pour en construire un sur mesure. Donc, il faut essayer de répondre à un maximum à ces besoins-là pour prouver que cet outil est efficace. Et je pense qu'il faut également travailler main dans la main avec encore une fois, des alliés et pas imposer, mais ça paraît évident. Je pense que personne ne le fait. Mais voilà ce que je dirais. Il y a probablement aussi des craintes aussi dans certains projets, ou même après, une fois que le produit est installé, qui peuvent perpétuer. Par exemple, est-ce que je vais avoir la main ? Est-ce que je vais pouvoir déployer mon expertise ? Il y a des outils qui donnent plus ou moins la main aux personnes dans les équipes CRM, qui les rendent plus ou moins autonomes. Voilà, ça fait partie des questions qu'on a rencontrées, nous, avec des modes en plus de fonctionnement qui n'étaient pas les mêmes entre TGV Inouï et Ouigo, avec des habitudes d'autonomie qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, passer d'un outil à l'autre, quand on se rend compte, en fait, les équipes vont avoir peur que leur métier évolue, que leurs compétences ne puissent pas s'exprimer de la même façon. Je pense que ça, il faut aussi identifier ces freins et essayer de montrer que voilà, l'outil change, mais on a toujours autant besoin de s'appuyer sur l'expertise des personnes. Pas mieux. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer, je parle sous ton contrôle d'une, oui. On peut clôturer cette table ronde en vous remerciant infiniment pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci, effectivement, c'était un grand plaisir. Et...